Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos sur les entreprises qui fournissent des équipements qui servent à produire des semi-conducteurs puisqu'on va parler d'Applied Materials. Ils ont publié la semaine dernière leurs résultats du dernier trimestre. Donc eux, ils parlent de Q2 FY25 vu qu'ils clôturent leur compte annuel fin octobre. On va parcourir tout ça ensemble et ce qui va être intéressant en seconde partie de vidéo, c'est de faire un match entre Applied Materials et Lam Research, la société concurrente que j'ai récemment analysée sur la chaîne. On va les passer au crible avec une série de critères pour voir s'il y en a une des deux qui sort du lot. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et ce que je partage sur cette chaîne, ce sont uniquement mes analyses et opinions personnelles. Avant d'interpréter les chiffres, c'est toujours important d'avoir en tête ce que l'entreprise fait exactement. Dans la vidéo sur Lam Research, je vous avais présenté ce schéma qui illustre qui fait quoi dans la chaîne de production d'un semi-conducteur, mais je dois vous avouer une chose, c'est qu'il n'est pas tout à fait correct. Si on veut davantage être dans le vrai, le schéma il ressemblerait plutôt à ça, c'est-à-dire qu'Applied Materials et Lam Research, ils sont concurrents, car premièrement, certains des équipements de Lam réalisent aussi des étapes de dépôt, et surtout, Applied Materials, ils fabriquent des équipements qui interviennent dans la plupart des étapes de production du semi-conducteur. Contrairement aux autres acteurs, ils ont une approche davantage diversifiée qui se traduit par une offre d'équipements plus large. Ça, on le voit très clairement dans une de leurs slides de présentation. Tout ce qui est ALD, CVD, ECD, PVD, ce sont des techniques de dépôt de matière. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de la boîte, comme son nom peut l'indiquer, Applied Materials. Ensuite, on a le etching, donc ça va être l'étape de gravure. Ils ont aussi des équipements qui le font. Et M&I, métrologie et inspection, ça c'est le cœur de métier plutôt de KLA, mais Applied Materials le propose aussi dans une certaine mesure. Il y a une de leurs machines qui illustre assez bien ce côté un peu multitâche, c'est ce qu'on voit à gauche sur cette slide. Elle est EUV compatible et elle combine dans la même chambre l'étape de dépôt et de gravure. Et ils nous disent que c'est un de leurs best-sellers parce que depuis un an, les ventes ont généré 1,2 milliard de dollars de revenus. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, on peut regarder les chiffres de Q2 en commençant par le revenu. Donc lors du dernier trimestre, ils ont généré un revenu de 7,1 milliards de dollars contre 6,6 en N-1, soit une augmentation de plus 7% year over year. 7% de croissance, c'est en ligne avec la croissance qu'ils ont eue les trimestres précédents, mais c'est pas fulgurant non plus, dans le sens où le revenu, il était quasiment flat en N-1. Et du coup, pour comprendre quel a été le principal vent contraire en termes de croissance, il faut regarder le mix revenu par pays, parce qu'il y a un événement assez significatif à noter, c'est la baisse du revenu qu'ils font en Chine. Je pense que ça doit être le premier trimestre ever, ou du moins depuis très longtemps, où la Chine n'est pas le pays où l'entreprise fait le plus de revenus. Donc vous voyez, à Q2, on est seulement à 25% du revenu total, contre un Taïwan à 28%, donc Taïwan c'était TSMC, qui est en forte augmentation par rapport à N-1, passe de 15 à 28%. Alors que les ventes en Chine, elles ont diminué presque de moitié, on passe de 43% au même trimestre l'année dernière à 25% ce trimestre. Et donc ça, c'est directement lié aux restrictions sur les exportations d'équipements stratégiques vers la Chine. Dans l'earnings call, le management dit deux choses. La première, c'est qu'ils ont constaté une baisse des investissements chinois à la fois dans les équipements pour les puces logiques et ceux pour les puces memory. On peut rattacher ça au fait que maintenant, la volonté en Chine, c'est de limiter les importations d'équipements pour réinvestir cet argent dans des équipements fabriqués par des sociétés chinoises ou de l'utiliser dans davantage de R&D pour trouver d'autres alternatives. Et deuxièmement, on l'a vu dans ma dernière vidéo sur ASML, les sanctions de la Maison-Blanche, elles prévoient aussi l'interdiction pour les équipementiers US de réaliser des services, par exemple de la maintenance, sur leur base de machines installées en Chine. Et ça, c'est une perte de revenus significative pour des sociétés comme Applied Materials. Heureusement, là où le revenu fait en Chine baisse, il continue d'augmenter chez les plus gros clients. Donc on a parlé de Taïwan avec TSMC, 28% en forte augmentation. Il y a aussi les clients coréens qui pèsent maintenant pour 22% du revenu total, alors qu'on était seulement à 15% au même trimestre l'année dernière. Donc la Corée, c'est essentiellement Samsung et aussi SK hynix. Et enfin, les États-Unis, 11%. Je pense que ce chiffre, il est voué à augmenter dans les prochains trimestres avec le développement des capacités
d'Intel et les constructions d'usines TSMC sur le sol américain. On peut passer aux marges. Pas grand-chose à dire sur les niveaux de marge, si ce n'est le fait qu'elles sont toujours aussi solides et qu'elles ont tendance à augmenter légèrement avec le temps. 49,1% de marge brute à Q2 et 30,5% de marge opérationnelle. C'est très solide. Et sur cette slide, je vous ai mis un comparatif avec les niveaux de marge de Lam Research. Et vous voyez qu'on est quasiment exactement sur les mêmes marges avec la même évolution. Et ça montre que les deux entreprises, elles ont du pricing power et elles sont efficientes opérationnellement. On fait un petit tour du côté du bilan. Donc si on additionne la dette court terme plus la dette long terme, ça nous donne environ 6 milliards de dollars. Et quand on regarde à l'actif, on retrouve 6 milliards de dollars de cash à fin avril. Donc la dette nette, elle est quasiment nulle et c'est exactement ce qu'on veut voir en tant qu'investisseur. Il y a quand même quelque chose d'autre qu'on peut noter au bilan, surtout si on met les bilans de Q2 et de Q1 côte à côte. Ce sont les mouvements sur les postes de short term et long term investment. Donc les investissements à long terme, ils passent de 2,7 milliards à Q1 à 3,6 milliards à Q2. Alors, je n'ai pas cherché à confirmer, mais il me semble que ça correspond à l'acquisition qu'ils ont annoncée en avril dernier d'une partie de la société néerlandaise BE Semiconductor Industries, de 9% du total des actions, soit environ 900 millions de dollars à la valorisation actuelle, ce qui colle à peu près avec l'augmentation qu'on voit ici au bilan. Les investissements à court terme, eux, ils sont passés de 1,9 milliard à Q1 à 578 millions à Q2, soit une baisse d'environ 1,4 milliard. Les investissements à court terme, ils correspondent essentiellement à des T-bills, donc ce sont les bons du trésor américain à court terme, généralement à échéance 3 mois. En fait, les entreprises, elles placent leur excédent de trésorerie de cette manière, vu que les taux elles sont particulièrement intéressants depuis plusieurs années. Et donc cette baisse de 1,4 milliard, elle veut dire deux choses, soit que certaines obligations sont arrivées à maturité pendant le trimestre, ou soit qu'ils ont vendu une partie de ces actifs pour utiliser ce cash ailleurs, et en l'occurrence, on est plutôt sur l'option numéro 2. Quand on regarde le statement of cash flow, il y a une sortie de cash de 1,2 milliard sur la ligne Purchase of Investment. Donc ça, a priori, ça englobe nos 900 millions d'actions de BE Semiconductor plus 300 millions de T-bills. Et à côté, on a une entrée de cash de 1,9 milliard suite à la vente ou à l'arrivée à maturité de certains investissements. Donc ces 1,9 milliard, ils ont servi à financer les 900 millions d'actions BE Semiconductor plus 300 millions de bons du trésor. Et avec les 700 millions restants, moi je comprends qu'ils ont réalisé des rachats d'actions puisque les 1,5 milliard de cash flow opérationnel moins les 500 millions de CAPEX, ça fait seulement entre guillemets 1 milliard de free cash flow. Et on voit qu'ils ont réalisé presque 1,7 milliard de buybacks à Q2. Donc les 700 millions de différence, pour moi, c'est grosso modo ce qu'on vient de dire. Ça nous fait une bonne petite transition pour parler 2 minutes des buybacks. Applied Materials, c'est une société qui a une politique de rachat d'actions assez significative et régulière, on peut dire. C'est ce qu'on voit sur ce bar chart. Ils payent très peu de dividendes en comparaison. Et ce trimestre-ci, on le voit ici, c'est le mois le plus significatif depuis au moins 3 ans en termes de buybacks. Ce que j'aime toujours bien faire, c'est de croiser ce bar chart avec l'évolution du price to free cash flow pour voir, premièrement, s'ils essayent de timer leurs buybacks et deuxièmement, s'ils arrivent à peu près à les timer. Donc a priori, même s'ils ont une politique de buybacks régulier, on voit qu'ils essaient quand même de timer un minimum leur rachat d'actions. Le fait qu'ils aient fortement réduit leurs buybacks dans les moments où le ratio s'est envolé vers ici, là, Q3, Q4 2020, c'est un bon exemple. Et qu'ils aient racheté massivement leurs actions quand le ratio s'est effondré au Q4 2021, donc c'est à peu près par ici, ça nous dit qu'il faut quand même un minimum attention au prix auquel ils les réalisent. Mais on peut dire aussi qu'ils ne sont pas pleinement opportunistes non plus, déjà parce qu'ils font des buybacks chaque trimestre, même dans les moments où la valo semblait plutôt très élevée, donc 2021 ou certains trimestres de 2024 aussi. Et pour ce qui est des 1,7 milliard de rachats d'actions qu'ils ont fait à Q2, on ne connaît pas le prix de l'action au moment où ils ont acheté, mais on peut supposer quand même qu'ils ont profité un minimum de la chute des marchés post-Liberation Day pour
casser la tirelire entre guillemets et vendre une partie de leurs actifs financiers sans risque, donc les bons du trésor, afin d'utiliser ce cash pour racheter leurs propres actions à un prix intéressant. Le free cash flow le plus bas, il est autour des 18, on le voit à peu près ici, et ça dans le but de retourner un maximum de valeur aux actionnaires. Dans cette dernière partie de vidéo, je vous propose une analyse comparative entre Applied Materials et Lam Research. Ce sont deux sociétés qui sont réputées pour être de qualité similaire. Donc l'objectif, c'est de voir si on peut les départager dans une certaine mesure. Pour ça, j'ai reporté une série de données financières et de critères sur la base desquels on va discuter. On peut les prendre dans l'ordre. Donc j'ai commencé par la stratégie parce que c'est important de comprendre qu'ils n'ont pas exactement la même approche. On l'a dit tout à l'heure, ça a des conséquences sur certains choix financiers. Donc il y en a un qui est beaucoup plus diversifié, Applied Materials, donc avec un portfolio plus large d'équipements qu'ils proposent, et un autre qui est beaucoup plus concentré sur des niches très précises dans la gravure et le dépôt de la matière. Ensuite, bilan, donc RAS, ils ont tous les deux peu de dettes et ils ont une belle position de cash en face, de sorte à avoir une dette nette quasi nulle. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, le P&L avec le revenu pour commencer. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une différence de taille entre les deux boîtes. Applied Materials, c'est 1,64 fois le revenu de Lam Research. Donc c'est plutôt cohérent avec la stratégie de diversification versus spécialisation. En termes de croissance du revenu, par contre, je m'attendais à voir l'inverse. Donc, c'est quand même serré. Mais sur les 5 dernières années, Applied Materials, ils ont un CAGR du revenu de 6,3% contre 5% pour Lam Research. Donc, j'ai pris le graphique de l'évolution du revenu sur les 5 dernières années pour les deux boîtes. Et c'est vrai que là aussi, ça illustre très bien la différence de stratégie entre les deux boîtes et les conséquences que ça peut avoir. Donc, Applied Materials, plus grande et diversifiée, donc une croissance un peu moins fulgurante, mais plus solide dans les phases les plus difficiles du cycle. On voit que le revenu était quasiment flat en 2024, donc plus 2% seulement. Et quand on regarde le graphique pour Lam Research, qui est un peu moins grande et davantage spécialisée, eh ben on voit qu'elle va profiter à fond de certaines phases de croissance dans le cycle, mais elle est plus fragile sur les années un peu plus compliquées. On voit donc ici 46%, 18% de croissance, mais là, en 2024, ça retrace de moins 14%, donc plus fragile dans ces phases-là. Et derrière, on a un rebond plus important par rapport à une croissance du revenu qui est attendue à plus 7% pour Applied Materials en 2025. Ensuite, j'avais envie d'afficher le pourcentage de revenus fait en Chine lors du dernier trimestre. C'est grosso modo similaire, donc on a 25% pour Applied Materials et 31% pour Lam, sachant que ces dernières années, les ventes en Chine, elles représentaient une part significative vraiment du total revenu des deux sociétés. Et vu que ce sont deux sociétés américaines, eh ben, elles ont été touchées toutes les deux de manière similaire par les restrictions de la Maison-Blanche. Et dernier petit point, je pense que le fait que les comptes d'Applied Materials aient clôturé à fin avril par rapport au fin mars de Lam Research, ça joue aussi sur le pourcentage du revenu qui est fait en Chine. Je pense que si les deux boîtes avaient clôturé à la même date, on aurait un pourcentage encore plus rapproché. Pour ce qui est des niveaux de marge moyens sur les 12 derniers mois, on est sur une égalité absolument parfaite en termes de marge brute. Là, il n'y a rien à dire. Et sur la marge opérationnelle, Lam a 1,2 point de pourcentage d'avance. Donc un très léger avantage, on pourrait dire, au niveau de l'efficience opérationnelle. Mais on est vraiment sur deux très bons élèves. Il y a peu de business capables de maintenir ces niveaux de marge sur une longue période comme ils l'ont fait. Donc, pas grand-chose à ajouter. Ensuite, en termes d'intensité capitalistique, alors là, on a un petit point d'avantage pour Lam. Encore une fois, c'est en lien direct avec la stratégie dont on parlait au début. Pour proposer un portfolio plus large de produits, Applied Materials, ils ont besoin davantage d'infrastructures de production. Un nouveau produit, ça s'accompagne toujours de tests de production. Donc tout ça, c'est de l'argent qu'il faut investir en R&D et dans les infrastructures physiques. Et c'est pour ça qu'on a un ratio de CAPEX sur cash flow opérationnel de 21% pour Applied Materials et entre guillemets seulement 16% pour Lam Research. Point suivant, c'est les ratios de rentabilité du capital. Donc ça, ce sont les ratios qui embarquent un peu tout ce dont on vient de parler. Ce sont vraiment les ratios les plus importants quand on veut savoir si on est face à d'excellents business. Ici, bon, on n'a pas besoin de trop commenter, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec un ROIC, un ROCE moyen sur 5 ans supérieur à 30%,
tu as automatiquement le tampon Great Business. Il n'y a aucun débat possible. Et si on doit comparer les deux, là encore, l'âme a un léger avantage, surtout quand on regarde le ROIC. Donc l'âme qui est à 40% contre 32% pour Applied Materials, puisque ce ratio, il intègre davantage, on va dire, les facteurs de l'intensité capitalistique qui est un peu plus élevé chez Applied Materials, d'où le ratio légèrement en dessous. On termine par la valorisation comme d'habitude. Donc déjà en termes de market cap, on est sur deux boîtes qui pèsent plus de 100 milliards de dollars. C'est quand même à noter. Applied Materials, c'est 1,25 fois Lam Research au moment où je tourne cette vidéo. Et donc si on rapporte la market cap au free cash flow respectif, on obtient 23 fois les free cash flow pour Applied Materials et 28 fois pour Lam. Donc pour le coup, sur ce ratio, il y a une différence et on est plutôt avantage Applied Materials. Pourtant, ce sont des sociétés qui ont quasiment le même price to free cash flow moyen, mais depuis fin 2024, je dirais, Lam se paye un peu plus cher. J'avoue que j'ai un peu du mal à expliquer pourquoi. Parce que quand on fait l'exercice de comparaison qu'on vient de faire, on est extrêmement proche sur les critères. Ouais, il y a des légers avantages sur certains points. Les deux petites choses auxquelles je pourrais penser, ce serait éventuellement l'intensité en CAPEX qui est un peu plus faible chez Lam et peut-être aussi leur stratégie et leurs avantages compétitifs qui sont davantage lisibles pour les investisseurs. En revanche, il y a un truc qui est vrai pour les deux sociétés et peut-être encore un peu plus pour Applied Materials, c'est le fait que le management donne une guidance très limitée, en l'occurrence une estimation du revenu et des niveaux de marge du trimestre suivant, c'est tout. Ça, c'est quelque chose que certains investisseurs peuvent percevoir, on va dire négativement, parce que ça va envoyer le message d'un manque de visibilité. Mais personnellement, je le vois vraiment d'un très bon œil. Pour moi, le signal envoyé par le management, au contraire, c'est un signal de prudence et d'humilité face au fait de ne pas connaître le futur. Et ça les force vraiment à délaisser les objectifs court terme pour se concentrer vraiment sur le long terme. Et ça nous force, nous, investisseurs, à ne pas se contenter juste des estimations servies par le management, mais d'aller chercher d'autres types d'informations ou d'essayer d'approcher les choses différemment. Par exemple, avec la méthode de DCF inversé que j'aime beaucoup, puisque à partir du prix et des derniers free cash flow de l'entreprise, elle nous donne le taux de croissance moyen des free cash flow qui justifie le prix actuel. Pour moi, c'est quelque chose de très parlant et ça permet de se rendre compte très vite si c'est en ligne avec nos attentes en termes de croissance et d'amélioration des fondamentaux. Du coup, j'ai fait l'exercice pour Applied Materials et Lam Research et le résultat, il est cohérent avec les price to free cash flow qu'on vient de constater. Le CAGR 10 ans qui est pricé actuellement est seulement de 6,5% pour Applied Materials et quand on fait le même exercice pour Lam, on est sur du 9% environ. Donc si on pense que Applied Materials est capable de faire croître ses free cash flow de 10% chaque année pendant 10 ans, ça fait quand même une belle marge de sécurité au prix actuel. Et je mets même une pièce sur le fait qu'on aura des prix d'entrée encore plus attractifs d'ici la fin de l'année du fait de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Applied Materials. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de surperformer le marché dans les 10 prochaines années ? Et si c'est une société que vous suivez et ou si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos d'analyse qui arrivent. Merci pour votre attention. Ciao.